Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème fondamental du Tantra, du Trika. Un thème qui traverse toute la voie, du début jusqu'à l'ultime. C'est la relation entre jouir de l'existence et se libérer. Est-ce que je dois renoncer à la jouissance pour me libérer? Est-ce que je peux pleinement goûter ce monde sans perdre ma liberté? Est-ce que ces deux aspirations, jouir et se libérer, ne sont pas en fait profondément contradictoires? Ce sont des questions que beaucoup de chercheurs se posent. Et c'est normal. Elles viennent d'un mouvement profond en nous. Nous sommes incarnés. Nous goûtons des expériences, des plaisirs, des formes. Mais nous sentons aussi quelque part que tout cela passe. Et qu'au fond, nous aspirons à quelque chose de plus vaste, de plus libre. Dans beaucoup de traditions, cette tension a été tranchée de manière radicale. On vous dit, si tu veux te libérer, fuis la jouissance, car elle t'enchaîne. Ou au contraire, la vie est ici, goûte tout, oublie l'idée de libération, car elle est illusoire. Le tantra du Trika ne s'arrête pas à cette fausse alternative. Il enseigne même une toute autre voie, beaucoup plus subtile, beaucoup plus vivante. Aujourd'hui, je voudrais vous transmettre cette vision, car elle peut vraiment transformer votre rapport à la vie, à la liberté, à la joie. Pourquoi cette coupure entre jouissance et libération existe-t-elle en nous? Pourquoi tant de chercheurs spirituels, entre guillemets, vivent-ils cela comme un dilemme douloureux? Pour le tantra du Trika, la racine est claire. Elle vient du fait que, tant que je me perçois comme un individu séparé, un jiva, mon expérience est fondée sur la contraction de la conscience. Et cette contraction génère spontanément une tension. D'un côté, le jiva veut jouir du monde, pardon, parce qu'il se sent séparé. Il cherche à combler un manque en accumulant des expériences plaisantes. Parce qu'il se sent séparé, il cherche à combler un manque en accumulant des expériences plaisantes. J'insiste sur ce point. La boga, la jouissance donc, devient alors un mécanisme de compensation. De l'autre côté, à force de souffrir ou de se lasser, le même jiva en vient à désirer se libérer de ce qu'il perçoit comme un cycle d'insatisfaction. Il aspire à la moksha, à la libération, mais souvent comme une fuite hors de la condition actuelle. Et c'est ainsi que naît cette polarité. Jouir ou se libérer? Le problème, c'est que tant que l'on reste identifié au jiva, ni l'un ni l'autre ne peuvent être vraiment satisfaisants. En effet, si je me perds dans la jouissance sans conscience, cela me lie davantage. De l'autre côté, si je me fuis dans une pseudo-libération qui nie le vivant, cela me contracte aussi. Le fond du problème est donc là. Je me crois séparé, et tant que je me crois séparé, je ne peux pas intégrer de manière libre le mouvement de la jouissance et l'aspiration à la liberté. Les deux à la fois. Et je reste en attendant piégé dans un balancier sans fin. Désir, souffrance, fuite, désir à nouveau. Le génie du tantra et du trika en particulier, si vous me permettez l'expression, c'est de ne pas nier cette dynamique, mais au contraire de lui offrir un chemin de résolution.
Comment le Trika accueille cette tension? Le tantra du Trika ne nie pas cette tension entre boga et moksha, entre jouissance et libération. Il ne la diabolise pas, il ne l'idéalise pas non plus. Il la reconnaît comme faisant partie de l'expérience naturelle d'un être en chemin, entre guillemets. C'est pourquoi dans le Trika, les maîtres, et d'ailleurs Abhinava Gupta le dit clairement, enseignent que cette polarité est légitime. Au début du chemin, il est normal que le pratiquant ressente le désir de goûter la vie, la boga, le désir de se libérer de l'illusion et de la souffrance, la moksha, ou même les deux en même temps. Le Tantraloka enseigne que les modes d'initiation, les pratiques, les voies doivent être ajustés à cette intention. Pourquoi? Parce que vouloir forcer un pratiquant à renoncer à tout plaisir, ou au contraire à le pousser à jouir sans conscience, est contraire à la vérité de son chemin. Le maître tantrique, en effet, doit sentir ce qui est mûr chez le disciple. Cela fait partie de son rôle plein. Si le disciple désire profondément la jouissance, il faut lui donner les moyens de la vivre de façon consciente, de l'intégrer dans le chemin de reconnaissance. Si le disciple aspire profondément à la libération, il faut lui donner aussi les outils pour dépasser l'attachement au plaisir et se tourner vers la source. Et si le disciple veut goûter les deux, et c'est très fréquent, il faut lui enseigner comment ne pas se laisser piéger, ni par l'un, ni par l'autre. Le point clé ici, vous l'avez compris, est la clarté d'intention. Le tantra du Trika refuse les compromis flous. Si je crois que je vais me libérer en jouissant inconsciemment du monde, je me mens. Si je crois que je vais me libérer en jouissant inconsciemment du monde, je me mens. De l'autre côté, si je crois que je vais me libérer en rejetant la vie, je me mens aussi. Le tantra invite à clarifier cette aspiration, non pour s'y enfermer, mais pour la transmuter ensuite. Alors, le rôle des upayas dans cette articulation. Le tantra du Trika offre un cadre magnifique pour clarifier ce rapport entre jouissance et libération. Ce sont en effet les trois voies d'accès, ce que l'on appelle les trois upayas. Chaque upaya aide à dépasser les pièges dont nous venons de parler, mais à sa manière propre. Dans le Baya Sadhana, ou plus connu sous le nom de Anavopaya, la voie des disciplines extérieures, on part du fait que le jiva est encore fortement identifié dans la dualité. On travaille donc avec des pratiques progressives, des rituels, de la discipline. Ici, il est très important que le pratiquant clarifie son intention. Veut-il la jouissance consciente? On lui apprend à la ritualiser, à l'honorer dans le cadre sacré. Veut-il la libération? On lui apprend à purifier les attachements, à orienter son énergie vers la reconnaissance. Le piège hédoniste est évité par la discipline. On ne jouit pas pour jouir, on ritualise. Le piège ascétique est évité par la reconnaissance du sacré dans la vie. On ne rejette pas le monde, on le sacralise. Alors dans le Shakti Samvit, plus connu sous le nom de Shaktopaya, la voie de la conscience-énergie et des Vilkalpas, ici on travaille directement avec l'énergie de la conscience. On n'a plus besoin de ritualiser chaque chose, mais on cherche à vivre chaque expérience dans la pleine présence.
La bhukti, c'est-à-dire la jouissance, n'est plus vue comme un obstacle, ni même comme un but d'ailleurs. Elle est simplement une modalité du jeu de la conscience. La moksha, elle, devient un approfondissement de la reconnaissance, non une fuite. Ici, on apprend à goûter sans s'attacher, à se libérer sans se couper du vivant. Les deux pièges hédonistes et ascétiques sont dépassés par l'approfondissement de la pratyabhijna, la reconnaissance vivante de ce que je suis. Dans le Spanda Tattva, plus connu sous le nom de Shambhavopaya, la voie suprême, qui mène à l'Anupaya lorsqu'il devient continu, tout cela disparaît. Il n'y a plus ni projet de jouissance, ni projet de libération. Il n'y a plus de sujet qui vise quelque chose. La vie est simplement le déploiement libre du spanda, le frémissement pur de la conscience. Là, on peut dire que les deux pièges ont fondu d'eux-mêmes. On ne cherche plus à jouir. On ne cherche plus à se libérer. On est. Et dans cet être, les saveurs du monde peuvent surgir ou non. Cela n'a plus d'importance ultime. La liberté est là. Et donc, comment la jouissance et la libération deviennent un opposé? On pourrait croire, en écoutant tout cela, que le trika proposerait une sorte de compromis, du style jouer avec discipline d'abord, puis dépasse la jouissance ensuite. Mais ce n'est pas un compromis, c'est un retournement radical de regard. Le but n'est pas de passer d'une case jouissance à une case libération. Le but est de voir ce qui unit ces deux pôles et d'en réaliser la nature unique. Et c'est en cela que le trika est inimitable. En effet, tant que je me perçois comme un jiva, un être contracté, la conscience contractée incarnée, les choses sont vécues en dualité. Jouir semble s'opposer à se libérer. Se libérer semble nécessiter de fuir la jouissance. Pourquoi? Parce que le jiva est mu par la recherche d'un état. Il cherche à accumuler les états agréables, jouissance, ou il cherche à atteindre un état supposé suprême, libération. Mais dans les deux cas, il court après un devenir. C'est là que le retournement tantrique est de voir que ce que je suis n'est pas un état, car je suis la conscience même, le pur espace d'apparition et de disparition des états. Je suis la conscience même, le pur espace d'apparition et de disparition des états. Quand cette reconnaissance s'installe, une bascule profonde a lieu. La jouissance n'est plus une quête, elle devient saveur libre, rasa. La libération n'est plus une quête, elle devient évidence nue. Il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de tension. Tout ce qui survient, plaisir, douleur, émerveillement, repos, est également reconnu comme jeu de la conscience. Jeu au sens de jouer. C'est cela que vise tout le chemin du trika. Non pas bien gérer les opposés, mais voir qu'ils n'existent tout simplement pas en tant qu'opposés dans l'espace de je suis Aham. Et c'est pourquoi le maître tantrique ne dit jamais à un disciple avancé « jouis » ou « renonce ». Il dit « vois ». Vois ce qui goûte, vois ce qui aspire, vois ce qui est déjà libre. Alors,
que la vie déploie des saveurs ou non, que l'expérience se tende vers la bhukti ou la moksha, cela n'a plus d'importance, car le cœur est libre. À présent, le basculement dans l'état ultime. En effet, ce basculement est le cœur vivant du tantra, du trika. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent prépare ce point. Le trika ne nous conduit pas à faire mieux avec la jouissance ou la libération. Il nous conduit à cesser de nous prendre pour celui qui cherche. Il nous conduit à cesser de nous prendre pour celui qui cherche. C'est cela l'état ultime. Non pas une gestion parfaite de la vie, non pas un renoncement brillant, mais un relâchement radical de la saisie. C'est la saisie, le problème. Quand cette reconnaissance advient, ce que l'on appelle la pratyabhijna, la reconnaissance nue de la conscience comme étant soi-même, alors le regard se transforme. Ce que je cherchais comme jouissance n'est plus perçu comme quelque chose à posséder. Ce que je cherchais comme libération n'est plus perçu comme un état à atteindre. Je vois que tout cela a toujours été le déploiement naturel de la liberté de la conscience. Et cette liberté, elle est là, maintenant, avant même que je cherche quoi que ce soit. Dans cet espace, si des expériences de jouissance surviennent, elles sont pure saveur libre, sans saisie. Si le silence, le dépouillement, la vacuité se déploient, ils sont également libres, jeu de la conscience. Le sage ne cherche plus à goûter ni à s'abstenir de goûter. Il est libre dans les deux cas. C'est pourquoi Abhinavagupta dit que pour celui qui est établi dans la reconnaissance, il n'existe plus ni jouissance ni libération comme objectif distinct. C'est QFD. Car tout est reconnu comme la libre vibration de Shiva, Spanda, Svatantriya. Et c'est là le sommet du Tantra, une vie pleine, une vie libre, une vie qui n'est plus menée par l'avidité ni par le rejet. Non pas un ascétisme vide, non pas une fuite hédoniste, mais un déploiement naturel du soi dans chaque instant. Le tantra du trika nous ramène ici, à cette simplicité nue où il n'y a plus de quête, plus de contre-quête, seulement l'évidence vibrante de la conscience, toujours libre. En conclusion, vivre en liberté. Alors, que nous enseigne tout cela au fond? Que nous ne sommes pas condamnés à osciller éternellement entre jouir et fuir, entre désirer et renoncer. Bonne nouvelle! Que cette tension entre jouissance et libération, qui structure tant de quêtes spirituelles, peut être vue pour ce qu'elle est, le jeu d'une conscience encore contractée, qui cherche à se retrouver elle-même à travers l'expérience, les expériences, ou à travers leur absence. Le tantra du trika nous invite donc à retourner ce regard, non pas à gérer mieux, non pas à réconcilier habilement ces deux pôles, mais à voir qu'au cœur de ce que nous sommes, il n'y a pas de pôle. Il y a un espace libre, un espace d'où surgissent toutes les saveurs, tous les états, tous les mouvements. Dans cet espace, si la vie amène la jouissance, elle est goûtée dans la liberté. Si la vie amène le silence, l'ascèse naturelle, il est vécu dans la même liberté.
Ce qui est tombé, ce n'est pas le goût du monde. Ce qui est tombé, ce n'est pas l'aspiration au silence. Ce qui est tombé, c'est le sentiment d'un moi séparé qui cherchait à obtenir l'un ou l'autre. Et là commence la vraie liberté, celle d'être présent, ouvert, sans projet prédéfini. Non pas pour fuir la vie, mais pour la vivre depuis la reconnaissance. Car ce que nous sommes est cela, la liberté même, d'où jaillit toute chose. Car ce que nous sommes est cela, la liberté même, d'où jaillit toute chose. Et quand cela est vu, quand cela est goûté, alors il n'y a plus jamais besoin de choisir entre Boga et Moksha. Tout devient un seul et même espace d'être. Je vous souhaite de goûter cette liberté, non comme un but lointain, mais comme ce que vous êtes déjà. Namasté.